Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler d'une théorie. On peut déjà se demander qu'est-ce qu'une théorie? Une théorie, c'est un ensemble de connaissances, d'idées, de principes et de concepts mobilisés dans le but d'expliquer, de comprendre, d'interpréter une réalité sociale, c'est-à-dire un fait social, une institution culturelle, des représentations sociales. Aujourd'hui, nous allons parler d'une théorie linguistico-anthropologique, j'ai nommé l'hypothèse de Sapir-Whorf. L'hypothèse de Sapir-Whorf est une théorie qui stipule que la langue conditionne, influence et reflète nos différentes manières de penser et d'agir. On peut illustrer l'hypothèse de Sapir-Whorf à travers cette citation de Catherine Guétry, et je cite, « Le fait est que la réalité est dans une grande mesure inconsciemment construite à partir des habitudes langagières du groupe. Deux groupes ne sont pas suffisamment semblables pour être considérés comme représentant la même réalité sociale. » On peut comprendre à travers cette théorie qu'il y a une relativité des cultures, comme on l'a vu avec Claude Lévi-Strauss, et qu'il y a une relativité des langues. Et cette relativité des langues fait que voilà, on a des conceptions différentes du monde en fonction de l'endroit, de la culture, voilà, de la culture d'appartenance. Et je vais prendre l'exemple de mon mémoire de licence que j'ai réalisé sur l'homosexualité. Je vous donne l'intitulé « Idéologie et sémantique des concepts liés à l'homosexualité ». Alors d'abord, j'ai cherché à savoir est-ce que chez la communauté baoulé de Bouaké, l'homosexualité est acceptée. Et quand j'ai commencé un premier travail, je me suis rendu compte que les gens étaient parfois réticents parce qu'ils ne savaient pas dans quel but je menais cette étude. Donc ils disaient, bon, moi l'homosexualité ça ne me gêne pas, etc. J'ai donc décidé d'utiliser l'hypothèse de Sapir-Whorf et en recherchant au fond culturel, quels étaient les mots, les concepts qui étaient utilisés pour désigner les homosexuels et leur pratique de l'homosexualité. Je suis arrivé à la conclusion que chez les Baoulés, on appelle les homosexuels les mitidifouets. Donc vous voyez déjà la traduction que je n'ose pas répéter parce que c'est vraiment très cru comme parole. Et voilà comment, à travers l'hypothèse de Sapir-Whorf, j'ai fait ressortir les mots, les concepts, le lexique qui est utilisé pour désigner les homosexuels. Et à partir de là, j'ai compris immédiatement que l'homosexualité était rejetée par cette communauté. Et quand je suis allé plus loin, c'est-à-dire quand j'ai demandé pourquoi vous les rejetez, ils ont simplement dit que d'abord c'est tabou parce que ça ne conduit pas à la procréation. Tout acte sexuel chez les Baoulés doit permettre la procréation. Et donc à partir du moment où un rapport sexuel ne conduit pas à la procréation, il est tabou, il est rejeté carrément. À partir de l'hypothèse de Sapir-Whorf, j'ai su faire ressortir une représentation sociale de l'homosexualité chez les Baoulés. Nous allons désormais aborder les deux principes sur lesquels repose la théorie ou l'hypothèse de Sapir-Whorf. Le déterminisme linguistico-culturel est le premier principe de l'hypothèse de Sapir-Whorf. Et le déterminisme soutient l'idée que toute autre manière de penser, toute autre manière d'agir est conditionnée par notre langue et par notre culture. Et donc, si on suppose un enfant qui évolue dans un milieu social où on a l'habitude d'appeler les homosexuels mitidifouets ou tarlouse, tapette, qui sont des noms qui ne sont pas du tout valorisants, forcément, il y aura une construction cognitive de la part de cet enfant qui va rejeter de façon naturelle la pratique de l'homosexualité. Par contre, si ce même enfant évolue dans un autre environnement où on a l'habitude d'appeler les homosexuels minorités sexuelles ou gays, qui sont des mots plus ou moins valorisants, forcément, dans l'entendement de cet enfant, tout au long de sa vie, il va accepter l'homosexualité comme pratique. Voilà. Et quand je prends l'exemple de l'homosexualité, j'essaie de montrer de part et d'autre que c'est une pratique qui peut être acceptée dans une société et être totalement rejetée dans une autre.
Le deuxième principe de l'hypothèse de Sapir-Whorf est le relativisme linguistico-culturel, car comme on le sait et comme je l'ai fait déjà à travers la vidéo de Claude Lévi-Strauss, il y a une relativité des cultures dans le monde, il y a une relativité des langues également, ce qui fait qu'on n'a pas les mêmes façons de concevoir le monde. Et à titre d'exemple, je prendrai l'exemple des Aymara, qui ont une conception fantastique du temps. Pour eux, le passé se situe devant eux et le futur se situe derrière. Tandis que dans le monde francophone aujourd'hui, on constate que, ou dans notre culture occidentale, puisqu'on est colonisé par la France et tout, le futur se situe devant, tandis que le passé se situe derrière. Mais pourquoi chez les Aymara, le passé est devant et le futur est derrière? Pourquoi le contraire? Pour les Aymara, tout simplement, le passé, on le voit. Il y a des événements du passé dont on se souvient et dont on a la connaissance. Donc, on le voit et on les voit. Alors que le futur, on ne le voit pas. Il est donc derrière nous. Donc, ce n'est pas une conception si bizarre que ça, quand même, hein. C'est pour dire qu'il y a une relativité des cultures dans le monde et les cultures n'ont pas les mêmes façons de concevoir le monde. Je reviendrai plus en détail à travers une autre vidéo sur les Aymara qui sont un peuple vraiment fantastique. Je prends également l'exemple de la langue française et de la langue anglaise. Chez les Anglais, il n'y a pas de pronom personnel pour le vouvoiement en quelque sorte. Le you est utilisé à la fois pour tutoyer et pour vouvoyer. Tandis que dans la langue française, il y a une démarcation, une classification nette. Il y a le tu qui permet de tutoyer et le vous qui permet de vouvoyer. L'interprétation que je fais, et ça c'est mon avis personnel, c'est que l'anglais est une langue beaucoup plus interactive en matière de discussion. C'est une langue beaucoup plus rapprochante parce que on dit à tout le monde tu, ça veut dire que on peut se permettre de dire certaines choses, on peut discuter pleinement et c'est vraiment rapprochant. Tandis qu'avec la langue française, il y a une démarcation nette. Les personnes qu'on tutoie, on sera vraiment familier à ces personnes, on sera très proche de ces personnes, mais les personnes qu'on vous voit, il y aura une petite démarcation, un petit écart, voilà, entre nous et la personne. Ça ne veut pas dire que l'anglais est meilleur que le français, mais l'idée, c'est que chaque langue a ses particularités. La langue française, par exemple, est une langue qui est très riche. Elle est très riche à travers les temps verbaux, le lexique et tout. Et la langue française est intéressante pour la diplomatie parce que quelqu'un qui maîtrise bien la langue française a une facilité de se faire comprendre. Je conclue pour dire qu'il n'y a pas de langue qui soit supérieure à une autre. Chaque langue produit une façon de voir qui est adoptée par une communauté linguistico-culturelle. Notre vidéo tire à sa fin, ça a été un véritable plaisir comme toujours, même si ça a été un peu court de parler de cette théorie qui est vraiment très large. On peut donc retenir que l'hypothèse de Sapir-Whorf est une théorie qui permet de faire ressortir le déterminisme linguistico-culturel et qui permet de mettre en avant également le relativisme linguistico-culturel. Je ne saurais terminer cette vidéo sans illustrer la citation de Louis-Jean Calvé qui dit ceci: « Le monde réel n'existe pas, il n'existe qu'à travers ce que notre langue nous en fournit comme vision. » À très bientôt.